Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mardi 13 décembre, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Nous aurons, comme à chaque fois, deux invités. Le directeur général d'Edmond Rothschild Monaco pour nous donner des conseils en matière d'investissement en 2023, malgré l'inflation en perspective. Le docteur Vincent Picot nous présentera un futur essai clinique du Centre scientifique de Monaco en partenariat avec la Fondation Flavien. Essai concernant les cancers pédiatriques du cerveau. Mais pour y arriver, ils ont besoin de fonds. Nous verrons cela avec lui. En termes de reportage en basket, nous vous présenterons les enjeux de la prochaine rencontre de la Roca Team face à Barcelone ce mercredi, salle Gaston Médecin. Suite de notre série de reportages consacrée au Monaco Dance Forum avec l'art indien à l'honneur. L'Hôtel Métropole propose une opération inédite et exclusive baptisée Just for You à découvrir dans ce journal. Et il n'est pas trop tard pour se rendre dans la salle d'expo du quai Antoine Ier pour visiter l'exposition Monaco On Stage consacrée aux 100 ans de concert de la SBL. Mais avant cela, à une dizaine de jours de Noël, le couple princier est allé à la crèche de la Croix-Rouge où les enfants ont présenté un spectacle, des enfants qui ont reçu ensuite des cadeaux. Un peu plus tard dans la matinée de ce mardi, le prince et la princesse ont remis, c'est une tradition, des colis aux bénéficiaires de la Croix-Rouge monégasque. Passons à notre premier invité. Il s'agit d'un spécialiste des investissements. Une conférence a été organisée ce matin au Yacht Club par la banque Edmond Rothschild à Monaco et nous sommes avec son directeur général, Gérard Oresser. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez organisé une conférence sur les stratégies d'investissement en 2023, ce qui amène une première question. Où et comment doit-on investir l'année prochaine ? Le problème central, c'est l'inflation. Jusqu'où va-t-elle monter? A-t-elle commencé à descendre? Et la conséquence de l'inflation, évidemment, c'est les taux d'intérêt. Parce que pour combattre l'inflation, il n'y a pas 30 solutions, il n'y en a qu'une réelle. C'est la hausse des taux proposée par les banques centrales. Et c'est quelque chose qui fonctionne. La question est, quand est-ce que ça va commencer à vraiment fonctionner? Et comment faire quel est le fine-tuning pour combattre l'inflation sans rentrer en trop forte récession? Nous considérons aujourd'hui que, puisque les taux sont élevés et qu'ils ne sont pas loin de leur plus haut, on imagine qu'au premier trimestre 2023, on arrivera à la fin de la hausse des taux. Donc on considère que le premier investissement intéressant pour nos clients, c'est l'investissement obligataire vers des entreprises de bonne qualité ou même du gouvernement, différents gouvernements occidentaux. La crise sanitaire a eu un impact. Qu'en est-il de la crise énergétique que l'on devrait subir cet hiver? Qu'en est-il des investissements? Ça a changé la donne? La crise géopolitique qu'on connaît en Ukraine depuis 10 mois a effectivement provoqué des fortes tensions sur la valeur des matières premières, mais ces tensions sont apaisées. Donc, je dirais que c'est plus aujourd'hui le facteur déterminant. Le facteur déterminant, ce qu'il faut regarder très près, c'est que l'inflation s'est transférée vers les salaires. Donc cette mécanique, ce cercle vicieux que tout le monde craignait il y a encore 6 mois, il s'est partiellement avéré. C'est-à-dire que oui, aujourd'hui, les salariés sont inquiets et souhaitent des hausses de salaire. Et ça commence à arriver. Quand vous regardez dans la restauration, par exemple, aujourd'hui, si vous avez un restaurant que vous voulez embaucher un nouveau collaborateur, ça va vous coûter 15% ou 20% de plus qu'il y a 2 ans. Et qu'en est-il par exemple des investissements dans les véhicules électriques et les nouvelles technologies qui fonctionnent avec l'électricité, avec cette crise énergétique? Ça devrait chuter? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des ruptures dans les chaînes de distribution aujourd'hui. Si vous commandez demain une voiture électrique, elle ne vous sera pas livrée avant 8, 9 ou 10 mois. Donc il est très compliqué d'imaginer quelles seront les conséquences l'année prochaine sur les voitures électriques de la crise énergétique de cette année. Très très compliqué. Et l'investissement vert, est-ce que c'est une goutte d'eau dans le monde de la finance ou ça prend une part de plus en plus importante? Oui, l'écologie est devenue centrale, indispensable et toutes les banques doivent s'y mettre. Même en matière de crédit, de plus en plus de banques commencent à n'accorder des crédits que si ils ont un impact positif sur la planète. Donc ce sont des vrais sujets de choix d'actualité et c'est l'avenir. Et c'est une très bonne chose. Sachez que Ariane de Rothschild, qui est notre actionnaire, elle est très 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 impliquée sur ces sujets-là. Quels conseils pourriez-vous donner, pour finir, là, aux téléspectateurs qui ont envie d'investir? Allez sur le marché obligataire de bon rating. Si vous aimez les marchés actions, allez chercher des entreprises qui ont un avantage compétitif et qui ont peu de dettes. Des entreprises du luxe, par exemple, qui sont capables de maintenir leurs marges malgré l'inflation et malgré une éventuelle crise.
Aujourd'hui, ces entreprises, en euros, vont payer autour de 3-4% et en dollars, autour de 5-6%. C'est plus du tout la même histoire. La charge de la dette, pour beaucoup de petites entreprises et beaucoup de start-up, va devenir insurmontable. Donc, il faut être très, très vigilant sur les valeurs qu'on peut qualifier de marché secondaire et être plutôt, regarder plutôt des valeurs, ce qu'on appelle les blue chips, des grandes valeurs avec peu de dettes, quoi. Gérard Oresser, merci pour ces conseils et cet éclaircissement. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Comme chaque semaine, voici le bilan sanitaire de la Principauté concernant la Covid-19. Dimanche soir, 46 personnes, dont 36 résidents, étaient hospitalisées au CHPG. 3 personnes non résidentes étaient soignées en réanimation. En revanche, le taux est un peu en baisse. Sur une base de 100 000 personnes, le taux d'incidence est de 452 cette semaine au lieu de 536 la semaine dernière. Ce mercredi, les habitants de l'Hexagone auront les yeux rivés sur leur écran de télévision pour suivre la demi-finale France-Maroc. Mais il n'y a pas que le foot dans la ville, il y a le basket aussi. À Monaco reçoit Barcelone pour la 13e journée du championnat d'Euroleague. Les enjeux de cette rencontre avec Yannick Debeuvert. À peine remis d'une semaine à 3 matchs que la Roca Team en entame une nouvelle. Cette fois, les Monégasques commenceront par l'Euroleague et la réception de Barcelone à Gaston Médecin. Monaco est désormais sur une belle série de 7 victoires consécutives, importantes pour être en pleine confiance dans cette période dantesque où les rencontres s'enchaînent. Going into the December, we wanted to pick up some wins back to back, and we did that, and we just want to continue it going on this week, this double week also. This is probably the months you have to be the best, and everybody is going a little bit down. You know, like you have to use this, you know, like for the final position in standing. Côté barcelonais, les Blaugrana restent sur une défaite amère d'1 point face à Villeurbanne. C'est une équipe qui connaît des hauts et des bas offensivement, mais qui est l'une des meilleures défenses d'Europe avec seulement 77 points encaissés en moyenne par match. They are a very organized team, probably the most organized, you know, like team in Europe. They exactly know, you know, like what they do, you know, like in each moment of the game. And for me, it's just a matter of time when all of them, you know, like with that kind of quality, come to the best shape. I believe they're not going to show this, you know, like against us. Lors de la victoire épique face à Madrid, Monaco avait perdu son soldat Jordan Lloyd. L'Américain devrait reprendre dans les prochains jours l'entraînement collectif, mais sans contact. Une bonne nouvelle pour les Monégasques qui devraient perdre un joueur majeur pour seulement quelques matchs. I expect him not to be completely out of shape when he started again. But let's see how long, you know, like the doctor says, you know, the prognosis, you know, like 1 or 2 weeks, you know, like is there. It's a huge loss for us, but like Coach said, next man up and next guy got to step up and try to fill that role and just give it their all. Roca Team 2e face à Barcelone 5e. C'est encore un grand duel de l'Euroleague qui vous attend ce mercredi à 19 h dans la salle Gaston Médecin et en direct sur Monaco Info. Le Monaco Dance Forum, suite des festivités avec le 2e spectacle consacré à de la danse indienne et un récital que l'on appelle Kuchipudi. Sur scène, une danseuse et 4 musiciens. Un reportage de José Sacré. Sur la scène de la salle Garnier, le 12 décembre, le Monaco Dance Forum a présenté un spectacle intitulé Swayambhu, une pièce de danse classique indienne de style Kuchipudi, un style qui vient du sud de l'Inde. Swayambhu a été conçu par Shantala Shivaningappa, une artiste qui a eu le privilège de travailler avec de grands noms du théâtre et de la danse, comme Maurice Béjart, Peter Brook, Pina Bausch. C'est donc un spectacle qui raconte l'Inde, la philosophie indienne, qui part de la philosophie et de la religion hindoue. C'est un spectacle qui parle des dieux, qui fait danser les dieux. Et dans la danse indienne, dans les arts indiens, on essaye de se relier à l'énergie universelle, à l'énergie divine, et à faire partager ce moment de réceptivité et d'énergie, de célébration avec tout le public qui est présent. Ce sont des musiques qui sont soit des répertoires traditionnels du sud de l'Inde et d'autres qui ont été créés par mes musiciens, le chanteur qui a créé la mélodie, sur des poèmes anciens.
et les percussionnistes qui ont créé toutes les trames rythmiques. Et là, on a trouvé les compositions et ensuite la chorégraphie vient, en fait, c'est le dernier élément qui se fait, c'est la chorégraphie. Prochain spectacle le 14 décembre à 19h30 au Grimaldi Forum, spectacle intitulé Igra par la compagnie Corsia. L'hôtel Métropole propose une opération inédite et exclusive baptisée Just for You. Vanessa Dessy vous dévoile ce programme conçu de toutes pièces par le Palace. Reportage. C'est un programme de loisirs exclusif. Grâce à son expérience, l'hôtel Métropole Monte-Carlo propose une sélection d'activités hors normes qui resteront des souvenirs inoubliables. Just for You, c'est l'occasion de découvrir la principauté autrement. Je crois qu'avant le Covid, c'était déjà le cas. Mais ces 2 années un petit peu d'abstinence au niveau expérience, les gens ont maintenant, la clientèle a réellement envie de vivre quelque chose. Et c'est pour ça qu'on part vraiment d'expériences émotionnelles. On réouvre le musée océanographique la nuit. Et donc Just for You, juste pour vous, vous pourrez découvrir le musée dans toute la magie que le musée peut avoir la nuit effectivement. On peut célébrer son mariage sous l'eau, dans la baie méditerranéenne de la Principauté, sous bien sûr la direction technique de Pierre Frolat. Et on veut offrir à notre clientèle qui réside à l'hôtel Métropole Monte-Carlo des choses qu'ils ne peuvent pas acheter, je dirais tout simplement. Aucune contrainte, le client est libre de choisir et de personnaliser son moment avec par exemple l'artiste David Django, surnommé l'architecte du portrait, qui offre sa vision poétique et artistique en réalisant un tableau inédit. On a trouvé une sorte de partenariat, de collaboration avec l'hôtel Métropole pour faire Just for You, Your Portrait by Métropole. Et du coup on propose cette activité un petit peu insolite où je viens prendre en photo le client, on passe un petit moment avec lui, je lui présente une petite maquette de à quoi pourrait ressembler son portrait de mon point de vue, et une fois qu'il repart dans son pays, je lui envoie et il reçoit son cadeau quelques semaines plus tard. L'opération Just for You à l'hôtel Métropole se renouvelle chaque année en proposant de nombreuses expériences. Une idée sortie avec une belle exposition au Monaco On Stage, une immersion dans les coulisses de 100 ans de concerts organisés par la SBM. C'est en ce moment dans la salle d'exposition du quai Antoine Ier. Un reportage de Frédéric Elion, Orazio Gaggino et Clélia Renaud. La musique est une expérience, pas une science. Cette citation d'Ennio Morricone résume parfaitement l'esprit de Monaco On Stage, 100 ans de concerts à Monaco. Une exposition immersive et surtout un véritable terrain de jeu où le visiteur va vivre la musique, découvrir le patrimoine de la SBM et revivre un siècle de concerts en principauté. Il tenait à cœur de la direction des affaires culturelles de parler aussi de cet aspect culturel de la principauté parce qu'il n'y a pas que la musique classique, il y a aussi le jazz, le rock, la variété qui se sont invités et qui s'invitent toujours sur nos scènes. Des guitares de Jimi Hendrix ou Eric Clapton, des photos qui immortalisent le passage des plus grands artistes en principauté, ou encore la reconstitution de loges, le tout en musique. Cette exposition permet de se plonger dans les coulisses des plus grands spectacles. L'idée directrice, c'est l'idée de la fin. Alex a dit, on va finir sur une scène. Donc je me suis dit, si on finit sur une scène, il faut faire le parcours à l'envers, c'est-à-dire qu'on rentre par l'entrée des artistes et on parcourt les couloirs qu'on ne prend jamais qu'en tant que spectateur. Et ça a été le fil directeur pour, le sens de l'exposition. Monaco On Stage, 100 ans de concert à Monaco, c'est à découvrir du 15 octobre au 31 décembre à la salle d'exposition du quai Antoine Ier. Avec également 2 nocturnes les 13 et 20 décembre. Ces soirs-là, la salle du quai Antoine Ier refermera ses portes à 21h. Un tout autre sujet à présent. La Fondation Flavien et le Centre scientifique de Monaco ont organisé une conférence de presse ce mardi. L'objectif, récolter des fonds pour un essai préclinique dans le traitement de cancer pédiatrique du cerveau. Un essai qui concerne près de 40 enfants en rechute sur tout le territoire français. Avec nous, pour nous expliquer tout cela, nous sommes avec le docteur Vincent Picot. Bonsoir.
Bonsoir. Je viens de le dire, vous avez donné une conférence concernant un thème ô combien important, un essai clinique à venir dans le domaine oncopédiatrique et notamment le cancer du cerveau chez les enfants. Parlez-nous de cet essai. Cet essai devra répondre à un défi majeur dans ce type de pathologie qui est d'essayer d'améliorer les traitements et notamment essayer de réduire la toxicité des traitements pour que les enfants gagnent en qualité de vie et peut-être aussi dans d'autres domaines. Il est issu en fait d'un travail qui a été fait au centre scientifique de Monaco par notre équipe dans le domaine du repositionnement de drogue. Donc on a utilisé des chimiothérapies qui sont utilisées chez les adultes et qui n'avaient pas été encore utilisées dans des indications de cancer pédiatrique du cerveau. L'idée a été d'essayer de trouver des drogues qui présentaient le profil de toxicité le plus faible et puis une efficacité sur les tumeurs. Partant de là, on a découvert qu'une drogue, une molécule, un médicament qui s'appelle l'axitinib, pouvait avoir une efficacité sur les cancers pédiatriques du cerveau. Un point sur l'évolution de la science concernant les cancers du cerveau, notamment chez les enfants. On a l'impression parfois qu'il n'y a pas d'issue. On a progressé dans ce domaine ? On a progressé, évidemment les progrès ne sont jamais à la hauteur du défi, on veut toujours aller plus vite et c'est normal dans ce type de maladie. Quand même des progrès énormes sur les cancers qui nous intéressent, qu'on appelle tumeurs embryonnaires du cerveau, donc, dont le méduloblastome fait partie, parce que sur les aspects fondamentaux, là très récemment, à l'automne dernier, des articles scientifiques extrêmement importants sur la description de la nature de ces tumeurs sont sortis. Qui démontre entre autres des choses qui étaient pressenties depuis longtemps par les pathologistes, qui est que les cancers de l'enfant, ce type de cancer de l'enfant n'ont rien à voir avec les cancers adultes et ça évidemment ça appelle quelque chose d'important qui est d'essayer de développer des thérapies spécifiques contre ces cancers. Donc là la recherche fondamentale doit permettre d'essayer de découvrir de nouvelles pistes pour traiter spécifiquement ces maladies qui encore une fois sont totalement différentes des maladies adultes. Donc, si j'ai bien compris, cet essai clinique serait d'associer une chimiothérapie conventionnelle avec un médicament que l'on appelle axitinib, c'est ça? Qu'est-ce que ce médicament? Ce sont des médicaments qui ont été créés pour étouffer les tumeurs en empêchant leur vascularisation. C'est-à-dire que les tumeurs, quand elles se développent, quand elles grossissent, elles vont attirer des vaisseaux sanguins pour avoir un apport en oxygène, en nutriments, etc. Et donc ces traitements visent à empêcher cette vascularisation pour maîtriser, entre guillemets, la prolifération des cellules tumorales. A priori, on a de bonnes chances d'avoir une bonne tolérance chez les enfants atteints de cancer. Et ça a d'ailleurs été en partie démontré par des études précédentes. Donc on a quelque chose qui nous laisse espérer que effectivement cette molécule permettra d'améliorer les traitements des enfants. Et c'est un essai sur combien de personnes et qui va durer combien de temps ? Alors c'est un essai de phase 1 qui vise justement à évaluer d'abord la toxicité de la molécule ou l'absence de toxicité, on espère, qui dans un deuxième en tout cas dans un deuxième objectif, vise à évaluer une efficacité contre les tumeurs, puisque c'est ce qu'on recherche évidemment, et qui doit enrôler 36 enfants, en impliquant 8 centres hospitaliers de référence en France. Et le recrutement doit se faire sur 3 ans a priori. Pour l'instant, qu'est-ce qui freine cet essai clinique? C'est une histoire d'argent. Hein. Vous êtes là aussi pour une levée de fonds. Hein. Le frein majeur, pour l'instant, c'est de réussir à finir de lever l'ensemble des 600 000 € nécessaires pour réaliser cet essai. La Fondation Flavien a déjà réussi à réunir la somme extraordinaire de 200 000 €. Maintenant, il manque le reste. Ouais. C'est un gros soutien pour vous et vice-versa, vous êtes un gros soutien pour la Fondation peut-être? C'est un énorme soutien pour nous, évidemment, puisque là, donc après 6-7 années de travail en commun et des sommes très importantes que la Fondation Flavien a allouées à la recherche au centre scientifique, on a la chance d'arriver à cet essai et ça c'est vraiment partie de cette association. Et puis en plus du financement de la recherche, il y a quelque chose de très important qui a été un des moteurs depuis toujours de Denis Macario, le président de la Fondation Flavien, c'est de mettre en place des réseaux de collaboration, des réseaux d'entraide et de travail en commun entre
les laboratoires, les équipes de chercheurs, les cliniciens qui sont impliqués dans ces thématiques. Et vraiment, la proposition d'essais cliniques qu'on a aujourd'hui, elle est pas seulement issue de ce financement direct de la recherche, mais aussi de cette mise en place des réseaux, puisque les cliniciens qui ont vocation à mener cet essai clinique dans le grand pays voisin sont rentrés en contact avec nous par l'entremise de la Fondation Flavien. Je le rappelle, vous avez donné une conférence pour présenter un futur essai clinique avec le Centre scientifique de Monaco en partenariat avec la Fondation Flavien. C'est un essai qui coûte 620 000 €. Pour l'instant, 200 000 € ont été trouvés. Il reste encore à financer 420 000 €. L'appel est lancé. Merci, Dr Picot. Merci beaucoup. Suite et fin de ce journal. Quel temps va-t-il faire demain, Christinda ? Eh bien Fabien, mercredi, un temps très nuageux avec de la pluie dans la matinée. L'après-midi, le ciel restera couvert, mais quelques éclaircies feront leur apparition. Les températures remonteront un petit peu avec 12 degrés au meilleur moment de la journée et 8 pour les températures les plus basses. Le soleil, quant à lui, se lèvera à 7h54 et se couchera à 16h55. Demain, nous fêterons les Odile. Merci Christinda. Et fête de fin d'année oblige, les photos du jour seront consacrées aux décorations de Noël du côté de la place du Casino, des photos prises par Michael Alési. Je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée. Quant à nous, on se retrouve mercredi à 19h. À très bientôt. Au revoir.